Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir à ce webinaire intitulé MASH Quad 9 en compagnie de mes deux collègues Thomas Mouillot et Yasmina Chouik. Donc nous allons traiter des conseils de nutrition, du traitement médical actuel et des traitements de demain. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Thomas Mouillot, donc qui va nous parler des conseils du nutritionniste. Thomas, à toi. Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à remercier la FEF pour cette invitation à vous parler d'un sujet qui me passionne, donc la prise en charge nutritionnelle des patients avec une MASH. Donc tout d'abord, on va commencer par un bref rappel. Donc, voilà mes conflits d'intérêts. Donc tout d'abord, quelques définitions. Dès la découverte d'une stéatose, qui peut être fait par imagerie, par CAP ou par biopsie, on évalue le patient, donc c'est la nouvelle nomenclature qui a été mise en place en 2023, qui a été repris par les recommandations européennes à la fois du foie, des diabétologues et des spécialistes de l'obésité. On regarde s'il y a au moins un critère cardiométabolique, parmi lesquels un surpoids, une obésité avec le tour de taille, des troubles glycémiques ou un diabète de type 2 qui a été diagnostiqué, des triglycérides plasmatiques, du HDL cholestérol ou alors une HT1. Et une fois qu'on a identifié ces critères de risque, donc s'il n'y en a pas, on est dans des causes qu'on ne verra pas spécifiquement aujourd'hui, mais comme des pathologies liées à des médicaments, etc., des causes génétiques. Et si toutefois on a la présence de critères cardiométaboliques, on regarde la consommation d'alcool. Et si on a une consommation d'alcool inférieure à 20 grammes chez la femme et inférieure à 30 grammes chez l'homme, on se retrouve donc face à une MASLD, donc Metabolic Dysfunction Associated Steatosic Liver Disease, qui correspond à anciennement la NAFLD, donc Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Et en cas d'inflammation, donc on est face à une MASH, Metabolic Dysfunction Associated Steatohepatitis, donc anciennement la NASH. Si toutefois l'alcool est présent, alors que ça peut être à la fois la méthane, donc métabolique, et alcool, quand les consommations sont dites modérées entre 20 et 50 grammes par jour chez la femme, 30 à 60 grammes chez l'homme, et supérieur à 50 grammes chez la femme, supérieur à 60 grammes chez l'homme, on est face à une hépatopathie éthylique. Donc, encore dans des notions très importantes au début, pour bien mettre en place l'importance de cette muscle, c'est la prévalence qui est autour de 30% dans cette méta-analyse, 92 études incluses, donc c'est environ 9 millions de sujets. En Europe, on est autour de 25%. Et ce qui est particulièrement important, c'est que ce sont des pathologies qui sont associées notamment au surpoids, à l'obésité, au diabète de type 2, puisqu'on estime la prévalence de la MASLD en cas de surpoids à environ 70%, en cas d'obésité à 75% et à 65% chez les patients diabétiques de type 2. Donc, c'est des pathologies qui sont liées à la fois aux problématiques de surpoids, d'obésité et de diabète de type 2 dans bien des cas. Alors, ce qui va être important, c'est que l'obésité dans le monde est en augmentation. On sait qu'actuellement, ça c'est une étude récente, 2025, il y a environ 2,11 milliards de personnes dans le monde qui sont en surpoids ou en obésité, selon les anciennes définitions, donc surpoids entre 25 et 30 kg par mètre carré d'IMC, et l'obésité quand c'est supérieur à 30 kg par mètre carré. Et on estime toutes les courbes sont en augmentation à travers le monde, et on estime que la prévalence en 2050 sera autour de 3,8 milliards pour le surpoids et l'obésité, dont 1,95 milliard d'individus à travers le monde sera en situation d'obésité. Donc on sait que ça va augmenter considérablement dans les années qui viennent. Alors, il y a des études qui ont montré que la consommation de sucre ajouté, le diagnostic d'obésité, selon la définition, donc IMC supérieur à 30 kg par mètre carré, et la prévalence de la MASLD augmente au cours du temps et augmente avec le même type de variation. Et donc, on sait qu'il existe un lien, notamment entre ces trois facteurs de risque.
Donc, l'alimentation joue un rôle fondamental. Là, c'est une étude qui a été menée donc sur 108 patients avec des mast-cells et 240, donc 4 témoins, et 240 avec des foies sains, considérés comme sains sur échographie. Et on voit qu'il y a une différence significative à la fois dans la consommation de soda, donc très riche en sucre, notamment en fructose, et dans l'ingestion dans les apports en viande. On sait que les patients qui ont une mast-cell et qui consomment davantage de viande ont plus de risques de développer une mast-cell. Et on le sait dans une autre étude qui a été menée donc plus récemment, en 2018, ils ont regardé 789 patients de 40 à 70 ans qui venaient à la base pour une coloscopie de dépistage. Il y en avait 305 qui avaient une mast-cell qui était diagnostiquée par échographie hépatique. Ils ont regardé aussi l'insulinorésistance par le HOMA. Et ils ont regardé les apports alimentaires évalués par des questionnaires alimentaires, et ils se sont aperçus que notamment les patients qui mangent de la viande rouge ou de la viande transformée, c'est le cas par exemple des nuggets, des choses comme ça, il y a une augmentation dans ces produits d'acides gras saturés, de cholestérol, d'hème, de sodium, et tout ça conduit à une augmentation du risque avec un odds ratio à 1,47 de développer une mast-cell. Et on sait également que la cuisson, notamment la cuisson grillée, frite, etc., augmente les amines hétérocycliques qui vont conduire à une augmentation du risque d'insulinorésistance qui elle-même intervient dans la physiopathologie de la mast-cell. Donc voilà, les boissons sucrées, les sodas, on le sait, d'ailleurs le fameux terme de maladie du soda, et les viandes, notamment les viandes rouges et les viandes transformées, sont particulièrement incriminées, en tout cas sont à risque de développer des mast-cells. Dans les nutriments eux-mêmes, donc ça c'est l'alimentation au sens large, c'est les aliments qu'on cuisine. Dans les nutriments eux-mêmes, il y a une revue systématique avec méta-analyse qui a regardé en détail donc ce qu'on appelle les macronutriments, donc protéines, graisses et sucres, et les micronutriments, qui sont toutes les vitamines, qui soient hydrosolubles, liposolubles, ou alors les éléments traces, sélénium, cuivre, zinc, etc. Et en fait, ce qui ressort de cette étude, alors c'est très hétérogène évidemment, et 60 études, ça fait environ 100 000 patients. C'est surtout que les patients avec une NAFLD mangent plus, c'est plutôt des gros mangeurs par rapport, c'est-à-dire que le nombre de calories ingérées par jour est plus important que les sujets témoins. Sinon, dans le détail, il n'y a rien de spécifique qui sort. Probablement que c'est la variabilité, la variété surtout des questionnaires alimentaires et des méthodes de diagnostic de la mast-cell qui peuvent entraîner comme ça des différences qui sont non significatives. Donc globalement, c'est quand même plutôt des gros mangeurs. Il n'y a pas de nutriments qui ressortent pour le moment dans les différentes études. Donc la prise en charge en elle-même, la prise en charge doit se faire de manière multidisciplinaire. On a les acteurs des soins primaires, donc les médecins généralistes, il y a aussi les endocrinologues, diabétologues, pour lesquels ils ont les patients qui sont en situation de surpoids ou d'obésité, patients diabétiques de type 2, les patients particulièrement à risque de mast-cell. Donc il faut optimiser la prise en charge des comorbidités, évidemment. Il y a les hépatologues qui vont intervenir, notamment dans la prise en charge de la fibrose et de l'aggravation, genre en tout cas mettre tout en œuvre pour éviter l'aggravation du foie, de la maladie hépatique. Et puis, peut intervenir si les diététiciens, diététiciennes, les nutritionnistes, donc on sait que le nombre reste encore insuffisant sur le territoire, les kinésithérapeutes, les coachs APA, et on peut faire intervenir aussi en cas d'obésité, les centres spécialisés de l'obésité, les CSO, qui interviennent dans les obésités dites de grade 2, 3, donc dans les obésités sévères. Et donc, la première chose à mettre en place pour prendre en charge les patients, c'est tout d'abord d'essayer de leur faire perdre du poids. On sait que c'est pas facile. On a notamment vu l'intérêt de cette perte de poids dans cette étude prospective cubaine sur 293 patients avec une MASH prouvée par biopsie hépatique. Et ils ont mis en place des conseils hygiéno-diététiques, à la fois une amélioration de l'alimentation, une augmentation de l'activité physique et une restriction alimentaire. Ils ont réduit le nombre de calories ingérées par jour. Ils les ont suivis pendant 52 semaines
semaines. Et on voit qu'en fonction de la perte de poids, que ce soit 5%, 7%, 10%, même au-delà, on a à la fois une résolution de la NASH, donc quand on est à plus de 10%, donc c'est 98% des cas, hein, une régression de la fibrose, une amélioration de la stéatose, qui va jusqu'à 100% dans cette étude, quand on a dépassé 10% de perte de poids. Mais évidemment, le nombre de patients qui ont réussi à atteindre cette perte de poids est de plus en plus faible, notamment, et seulement 10% des patients ont perdu plus de 10%. Et c'est une réalité de terrain, c'est ce qu'on voit, cette difficulté à faire perdre du poids à nos patients. Mais on sait que ça marche et que c'est quelque chose qu'il faut essayer de mettre en place avec les patients. Alors, il y a des régimes qui peuvent aider tout d'abord, parce que c'est une balance énergétique entre d'un côté les apports, de l'autre la dépense. Donc, dans les apports, il y a plusieurs régimes qui peuvent être proposés. Ça, c'est une revue de la littérature de l'ensemble des régimes qui a été publiée là il y a peu de temps dans le New England, qui est très bien fait. Et on voit qu'il y a une multitude de régimes, régime méditerranéen, vegan, lacto-ovo, végétarien, donc il y a plutôt du lait, des œufs et des légumes et des fruits, pescétarien, plutôt du poisson. Voilà, il y a plein de sortes de régimes particuliers, et notamment les régimes intermittents, on va y revenir après. Et parmi tous ces régimes, il y a quelques régimes qui ont été testés, notamment dans la MASLD. On sait que la plupart des patients qui développent une MASLD ont un régime dit occidental, c'est-à-dire riche en produits ultra transformés, parce que on sait l'impact aussi de ces produits ultra transformés. Il y a plein d'études en cours. La viande rouge, la viande transformée, les boissons sucrées, les snacks, etc. Donc ça appartient au spectre du régime méditerranéen qui est très riche en calories, très riche en acides gras saturés et en protéines animales, en sucre, en fructose. Et puis on a deux régimes dits healthy, plutôt sains. Donc le fameux régime méditerranéen, on va le développer par la suite, hein, mais qui est plutôt riche en acides gras polyinsaturés, en acides gras monoinsaturés, en fibres. Et puis le DASH aussi, qui est le Dietary Approach to Stop Hypertension, qui a été développé, donc qui ressemble beaucoup au régime méditerranéen, qui a été développé dans l'hypertension artérielle. Et qui va surtout être pauvre en sel, mais riche également en fibres, en polyphénol, etc. Donc ce sont des régimes particulièrement intéressants, les régimes méditerranéens et le DASH régime. Et notamment, là, dans cette méta-analyse, donc avec inclusion d'études jusqu'en 2019, on a à la fois une aggravation de la MASLD sous régime occidental, hein, régime Western Diet, donc avec une augmentation du risque de 1,56, tandis que le régime méditerranéen va plutôt avoir un effet protecteur avec un odds ratio à 0,77. Et on le voit aussi dans d'autres études randomisées contrôlées, hein, sur 18 mois, comparaison de patients avec régime méditerranéen ou pauvres en sucre. C'est une des spécificités du régime méditerranéen, tandis que ils ont comparé à des patients qui ont un régime pauvre en graisse plutôt, et on voit que sur 18 mois, après 18 mois de suivi, il y a une diminution significative de la graisse intrahépatique mesurée par IRM chez les patients avec un régime méditerranéen par rapport au régime riche en graisse. Et il y a une diminution également significative des facteurs de risque cardiovasculaires. Donc voilà, il y a plusieurs arguments qui nous amènent à proposer un régime plutôt méditerranéen. Régime méditerranéen, ça c'est l'arbre de genre l'algorithme, j'ai envie de dire, du régime méditerranéen, où c'est plutôt une fois par semaine, donc des pommes de terre, de la viande blanche, du poisson. Éviter autant que possible la viande rouge, hein. On estime qu'il faut moins de 500 grammes par semaine. Limiter également la consommation d'œufs, légumes, on dit 2 à 4 œufs par semaine. Tous les jours, par contre, des produits laitiers, environ 2 portions chez les hommes, 3 chez les femmes. Évidemment de l'huile d'olive, des noix, etc. 1 à 2 fois par jour. Pas hésiter à mettre des aromates pour diminuer l'addition de sel supplémentaire. Et puis les fruits, les légumes. Alors on dit 5 fruits et légumes par jour, en sachant qu'il faut plus de légumes que de fruits. Et évidemment, c'est une limite minimale. C'est-à-dire plus on en mange, mieux c'est. Avec évidemment de manière à chaque repas une portion de sucre lent, c'est-à-dire du pain, des pâtes, du riz, de la semoule, etc. Évidemment de l'eau illimitée, et comme vous le voyez ici, pas d'alcool. On va revenir sur la notion d'alcool et faire une activité physique régulière et adaptée, on va y revenir aussi.
Pour le jeûne intermittent, il n'y a encore pas beaucoup de données dans la littérature. Il y a cette étude très récente qui est sortie, là, en janvier 2025. Ils ont regardé 17... ils ont sorti deux groupes, hein. Un groupe avec surpoids et obésité, donc avec un IMC supérieur à 25 kg par mètre carré, un groupe sans obésité, et puis ils ont comparé ces groupes. Il y a un groupe qui avait un régime dit intermittent, c'est-à-dire 2 jours avec une restriction majeure, hein, deux jours avec environ 500 kilocalories, le reste était plutôt normal, et ils ont comparé un groupe où il y avait 80% de l'apport calorique habituel, genre recommandé. Et en fait, ils se sont aperçus que dans le groupe qui avait un régime intermittent, qu'on soit en situation d'obésité ou non, il y avait une réduction significative de la graisse intrahépatique qu'on retrouve également dans le groupe avec obésité, mais qu'on ne retrouve pas dans le groupe sans obésité. Donc, il y a des données qui commencent à sortir, qui sont très hétérogènes pour le moment. On n'a pas, c'est pas recommandé pour le moment, mais il y a des données qui peuvent être intéressantes pour la suite. Donc voilà, il va falloir attendre d'autres études. L'alcool, très beau papier, cohorte de dérivation espagnole de 6826, cohorte de validation américaine, 4427 patients. Ils ont regardé la stéatose par CAP, la MASH par le score FAST et la fibrose par FibroScan. Et en fait, on s'aperçoit dans cette étude que dès les premières consommations d'alcool, hein, on le voit en bas, en abscisse, donc 0 à 4 verres par semaine, 5 à 9, etc. Et puis ensuite, en fonction du nombre de facteurs de risque cardio-métabolique, dont les triglycérides, le diabète, l'HTA, etc. Et ben plus on a de risques cardio-métaboliques, plus on consomme de l'alcool, plus le risque de fibrose est important. Et c'est exactement la même chose pour l'inflammation. Donc l'alcool, dès les premiers verres, on a un effet sur le foie, donc il faut limiter autant que possible la consommation d'alcool, voire l'arrêter, notamment quand il y a une fibrose. Très rapidement, alors l'activité physique, on sait que ça c'est une étude récente qui montre que la prévalence globale, notamment en 2022, était de 33% de la sédentarité. On considère comme sédentaire quelqu'un qui fait moins de 150 minutes d'activité d'intensité modérée, c'est-à-dire il peut continuer de parler en même temps qu'il fait l'activité physique, ou moins de 75 minutes d'activité intensité vigoureuse, donc avec plus de difficultés à parler par semaine. Donc c'est relativement faible. Et ben on estime qu'environ un tiers de la population n'atteint pas ces seuils-là, en sachant que ça va augmenter d'ici 2030. Et cette activité physique, on sait que nos patients, là, c'est par questionnaire, hein, ils étaient 1648 patients avec une MASL, une étude transversale, ils ont regardé la stéatose par CAP et la fibrose par élastométrie, ils ont interrogé les patients avec un questionnaire sur l'activité physique, et les patients qui avaient une MASL avaient significativement moins d'activité physique que que les sujets contrôle de cette étude. On le sait également dans cette méta-analyse d'études randomisées contrôlées, hein, donc ça fait environ 551 patients issus de 14 études. Là, le critère de jugement principal étant la réduction de plus de 30% de la graisse intrahépatique évaluée par IRM. Et on sait que les patients qui faisaient le plus d'activité physique avaient le plus de probabilité de diminuer la graisse intrahépatique. Donc ça marche, il faut préconiser une activité physique régulière et adaptée. Et on sait que c'est notamment significatif chez les patients qui font plus de 750 minutes par semaine, ce qui équivaut à plus de 150 minutes d'activité modérée. Donc on rejoint les données de l'OMS. Donc il faut ces 150 minutes par semaine minimum pour faire une activité, pour améliorer la stéatose intrahépatique. Et dans les outils qui peuvent être intéressants, il y a notamment le nombre de pas par jour, hein. On sait que dans cette étude de cohorte américaine, il n'y a pas d'étude spécifique dans la MASL, mais dans cette étude de cohorte américaine sur les patients de plus de 40 ans, il y a eu 4140 participants, ils avaient regardé le nombre de pas par accéléromètre, et les résultats, donc toute cause de mortalité par cancer et maladie cardiovasculaire, sur une médiane de suivi de 10 ans, et les patients qui dépassaient, on voit que ça commence à se stabiliser les courbes, hein, donc il y a la mortalité au-dessus, et puis cardiovasculaire et cancer en dessous. On voit qu'à partir de 8000, entre 6 et 8000 pas par jour, on commence à avoir une réduction significative du risque. Donc, il ne faut pas forcément attendre 10 000 pas comme c'est préconisé par l'OMS, mais en tout cas, déjà à partir de 6-8 000 pas, on a déjà des résultats qui sont importants. Donc, voilà un petit peu les conseils génétiques que je peux conseiller. Donc, il faut une équipe pluridisciplinaire, ça c'est le premier point.
Cette équipe va permettre justement d'amener le patient à perdre du poids en essayant d'aller au-delà de 10% de perte de poids. C'est évidemment plus compliqué, mais il faut améliorer la qualité alimentaire, donc diminuer les produits ultra transformés, la viande ultra transformée, les boissons sucrées, évidemment, favoriser le régime méditerranéen autant que possible, et puis favoriser une activité physique régulière et adaptée, tout en évitant l'alcool. Donc c'est vraiment les points les plus importants. Donc je vous remercie. Juste simplement, je fais un bref mot sur le DU, dont j'ai la chance de coordonner avec le professeur Jérôme Boursier et dont les deux amis et orateurs d'aujourd'hui, que ce soit le docteur Chouic ou le professeur Castera, participent également comme plein d'experts nationaux. Donc si vous voulez aller plus loin, c'est avec grand plaisir de vous accueillir au sein du DU. Et je remercie évidemment encore une fois la FEF pour cette invitation. Merci beaucoup Thomas. On a le temps pour quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Donc si on a bien compris, en dehors du régime méditerranéen, finalement, il n'y a pas vraiment d'autre régime qui a fait la preuve de son efficacité. Alors c'est une bonne question. Il y a notamment il y a quelques études qui se sont intéressées à d'autres régimes, comme le fameux régime DASH, le régime qui est plutôt spécifique à l'hypertension artérielle, donc pour limiter. Voilà, il y a quelques régimes comme ça qui ont été essayés, mais globalement, ça se rapproche beaucoup. D'ailleurs, la plupart des recommandations disent d'arriver à un régime qui ressemble au régime méditerranéen. C'est du bon sens, beaucoup de fibres, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, éviter les produits ultra transformés. Donc on arrive à des produits qui sont plus sains en fait pour la santé. Alors la seule chose, c'est que dans le régime méditerranéen classique, il y a de l'alcool, du vin notamment. Alors quelles sont tes recommandations en matière d'alcool? Est-ce que tu vraiment déconseilles l'alcool chez tous tes patients ou à partir d'un certain stade de fibrose et en fonction du fardeau métabolique? C'est une bonne remarque également, surtout qu'on nous la pose souvent en consultation, mais on s'aperçoit quand même, il y a de nombreuses études qui nous montrent, surtout la dernière, celle que je montrais, qu'à partir de quelques verres par semaine, 0,4 verres par semaine, on a déjà un risque qui augmente. Donc il faudrait qu'on puisse conseiller à nos patients d'éviter autant que possible, et c'est ce qu'il y a dans la plupart des recommandations, dans quasiment toutes les recommandations, c'est éviter, voire stopper. À partir du moment où il y a la moindre fibrose, il faudrait stopper complètement l'alcool. Mais il faudrait éviter autant que possible. On voit l'apparition de la stéatose, de la MH et du risque de fibrose qui augmente dès les premiers verres. Ça, c'est la théorie, mais en pratique, vraiment chez quels patients? Parce que ils vont pas forcément te dire qu'ils boivent de l'alcool, ou il y a les gens qui boivent raisonnablement de l'alcool. Chez qui vraiment tu déconseillerais absolument? À partir du moment où il y a une fibrose avancée, ça c'est évident, fibrose avancée. Après, fibrose significative, à partir de F2, la question se pose d'un arrêt définitif. Je sais pas en pratique ce que vous faites également, mais je pense qu'à partir du moment où il y a de la fibrose, il faudrait éviter autant que possible. Alors, il y a aussi le poids des facteurs métaboliques. Ah oui, ouais, c'est pour ça qu'on peut le montrer. Obèse et qui boit de l'alcool, il faut vraiment lui expliquer que la probabilité qu'il développe une fibrose avancée, voire une cirrhose, elle est clairement très élevée et que le facteur qu'on peut contrôler en dehors du traitement du diabète et du régime amaigrissant, c'est clairement d'arrêter l'alcool. Et surtout qu'il y a des beaux papiers qui sont sortis et qui montrent, pareil pour le diabète de type 2, entre des patients consommant de l'alcool et ceux ne consommant pas d'alcool avec un diabète de type 2, la probabilité de décompensation, les fameux MALO, les décompensations hépatiques, est majeure chez ces patients qui consomment de l'alcool. Donc vraiment, oui, c'est comme vous dites, que ce soit les patients en situation d'obésité diabétique de type 2 ou même avec des syndromes métaboliques, avec des facteurs de risque, il faut éviter autant que possible la consommation d'alcool. On sait que ça aggrave les choses. Ouais. Et ce qu'on voit clairement maintenant dans les indications de transplantation, même si la cirrhose alcoolique reste la première indication de greffe en France, il y a toujours pratiquement des facteurs métaboliques en embuscade. C'est rarement des cirrhoses alcooliques pures. C'est toujours des gens qui ont ou le diabète ou un surpoids ou une dyslipidémie, enfin voilà, des facteurs de risque. Donc ça va devenir très clairement ce qu'on appelle la méta-LD, dont tu as parlé brièvement, la pathologie majeure du XXIe siècle. Juste avant de conclure, un dernier mot. L'activité physique,
Alors, c'est bien de leur dire de marcher. Les patients font pas mal d'efforts de ce côté-là, mais je ne crois pas qu'on puisse maigrir en marchant. Faut faire un peu de cardio quand même. Qu'est-ce que tu leur Ouais, recommandes, ouais. notamment aux patients obèses qui ont des problèmes de genoux, de hanches, voilà, qui ont du mal à faire de l'activité physique? Oui, c'est une excellente remarque, surtout qu'en plus, ça, dans nos consultations, c'est une vraie problématique, hein, l'activité physique. Donc, évidemment, on peut aller chercher de l'aide, hein, auprès des professionnels de l'activité physique, hein, que ce soit les kinésithérapeutes, si toutefois il y a des problèmes ostéo-articulaires associés dans un contexte de surpoids ou d'obésité notamment, hein. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à adresser nos patients en consultation auprès des kinésithérapeutes et puis des coachs APA également, même si c'est pas remboursé, mais il y a des associations, hein, qui proposent, hein, des coachs APA. Et puis après, il faut évidemment le nombre de pas. Parce que c'est quelque chose d'intéressant, c'est une valeur objective. Les patients s'accrochent à ça, hein, ils regardent. C'est vrai que c'est plutôt quelque chose d'intéressant, mais il faut rajouter, comme vous l'avez très bien dit, des séances d'activité physique, 3 à 5 séances d'une demi-heure, 3/4 d'heure par semaine. Ça serait l'idéal, évidemment c'est l'idéal, hein. Plus il y en a, mieux c'est, hein. Donc, mais en commençant très progressivement, en les amenant à faire une activité physique en salle de sport ou dans une activité sportive qui leur plaît. Mais il faut le rajouter en plus de pas. Il ne faut pas faire que de la marche. C'est un outil intéressant, surtout que les patients sont sédentaires. Ça permet de lutter notamment contre l'insulinorésistance, etc. Mais il faut en plus faire une activité physique. Mais tu crois pas qu'on puisse la faire à domicile? Parce que moi, j'ai beaucoup de patients qui viennent de loin, qui habitent dans des déserts médicaux. Ils n'ont pas forcément de salle de sport, de kinésithérapeute. Est-ce qu'on peut pas trouver des moyens assez simples? Alors moi, je vais te donner ce que je leur dis. Moi, je leur dis, allez sur le Bon Coin, achetez un vélo d'appartement et faites votre vélo d'appartement tous les jours. Parce que, oui, on peut faire du vélo l'été quand il fait beau, mais en hiver, c'est quand même, à mon avis, plus efficace. Et la régularité est un aspect important aussi. Parce que voilà, si tu en fais pendant 2 mois, je suis pas sûr que ça va être très efficace. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, c'est exactement ça. En fait, le problème des gens qui le font à domicile, c'est des fois la motivation. C'est vrai que très, très rapidement, ils achètent le vélo d'appartement, ils le font pendant 15 jours, 3 semaines, et puis après, ils le mettent de côté. Ce qui est intéressant de le faire à plusieurs, alors ce qui peut être pas mal, c'est maintenant, il y a des comme vous dites, hein, il y a de la, par visio, hein, il y a des coachs sportifs qui permettent des appels téléphoniques pour remotiver. Mais il y a des études qui montrent que plus on est dans des programmes motivationnels comme ça, plus les patients ont tendance à perdre du poids et améliorer leur stéatose hépatique. Donc il faut vraiment qu'ils soient dans un programme qui leur plaît et pour lesquels ils sont motivés et gardent cette motivation. Donc c'est vrai que c'est ça qui est intéressant généralement avec les coachs, avec les sportifs, les associations sportives, etc. Mais s'ils le font à domicile, c'est très bien. Tant qu'ils font une activité physique régulière et adaptée, c'est vraiment ça. Absolument. Bon, merci beaucoup Thomas. On va maintenant passer, Merci. après le nutritionniste, à l'hépatologue. Donc Yasmina Chouik est hépatologue au CHU de Lyon et elle va nous parler des traitements actuels dans la masoldie. Donc on a vu les règles hygiéno-diététiques, l'exercice physique, mais effectivement la plupart des patients ont du mal à maigrir malgré toutes ces recommandations. Et je ne veux pas déflorer le sujet, mais Yasmina, tu vas nous dire qu'on a enfin des traitements pharmacologiques à proposer aux patients. À toi. Exactement, et c'est un peu la nouveauté qui arrive dans la MASSOL, donc je vais vous parler des traitements médicamenteux. Alors, qu'est-ce que disent les recommandations récentes de l'EASL? Il y a globalement deux types de traitements, et je vais bien différencier ça dans la présentation. Il y a les traitements qui sont spécifiques de la MASH, et il y a les traitements qui sont les traitements médicamenteux des comorbidités, avec notamment une adaptation du traitement du diabète en particulier en cas de MASLD. Donc ça, on va revenir en deuxième partie de topo. Donc qu'est-ce que sont ces traitements médicamenteux qui arrivent dans la MASH? Donc le resmetirom, vous en avez entendu parler depuis l'année dernière, et il faut savoir également qu'il y a une deuxième phase 3 qui est revenue positive sur le sémaglutide, donc qui n'est pas compris dans les recommandations de l'ASL, mais qui donc va arriver également sur le marché. Donc ce que recommande l'ESL, c'est donc si c'est possible dans le pays de débuter un traitement par resmetirom, et donc ça arrivera aussi par sémaglutide en fonction de l'AMM, et qui devrait arriver très prochainement dans les prochains mois en France, sachant qu'elle est déjà présente aux États-Unis. L'autre chose qu'il faut retenir des recommandations, c'est que la vitamine E, c'est fini. Il
Il n'y a pas d'efficacité sur la fibrose, donc on arrête de la prescrire à nos patients. Et il y avait également, donc pour ceux qui avaient suivi, une étude positive sur l'acide obéticolique, et ça sort également puisqu'il n'y a pas d'efficacité sur les lésions de MASH. Donc, qu'est-ce que c'est le resmetirom? C'est un agoniste bêta-sélectif du récepteur des hormones thyroïdiennes, donc sous-type qui est présent uniquement dans le foie. Et schématiquement, ça crée une espèce d'hyperthyroïdie hépatique avec un effet direct sur la réduction de la stéatose hépatique et peut-être également un effet sur la fibrogénèse. Donc, l'étude publiée l'année dernière dans le New England, c'était des patients avec MASH, fibrose F2, F3, 3 bras, un bras placebo, un bras resmetirom 100 et un bras resmetirom 80. Et les résultats publiés sont ceux sur la réponse histologique à 52 semaines de traitement. Il faut également savoir que l'étude est toujours en cours et donc on aura bientôt des résultats à plus long terme sur les événements cliniques. Voici le résultat principal, vous avez dû le voir passer, le resmetirom marche à la fois pour la réduction de la MASH, donc dans 30% des cas sous resmetirom 100 contre 10% sous placebo, et sur la fibrose avec donc une diminution d'au moins 1 grade de fibrose chez un patient sur 4 contre 14% sous placebo à 52 semaines. Donc comment ça se passe sur resmetirom? Et bien, globalement, c'est un médicament qui est assez bien toléré. On a surtout des effets secondaires qui sont digestifs avec une diarrhée dans 33% des cas. Également un petit peu de prurite. Et c'est assez simple d'utilisation. On peut le mettre avec les autres traitements antidiabétiques, notamment avec les agonistes GLP-1. Attention avec le clopidogrel où il faudra réduire la dose par interaction. Et qu'est-ce qu'on va observer? On va voir chez les patients répondeurs un effet sur les transaminases, sur la stéatose et sur le profil lipidique. Par contre, pas d'impact sur le poids ou sur le diabète. Également, dans ce qui a été publié pour l'instant, on n'a aucun effet extra-hépatique sur une éventuelle hyperthyroïdie. Donc les Américains l'ont depuis l'année dernière. Donc qu'est-ce qu'ils ont préconisé? C'est un avis d'expert qui s'est un peu hâtif, puisque finalement donc la FDA a donné l'approval et on sait bien que évidemment tous les patients avec MASH, on ne va pas leur faire des biopsies. Donc ce qu'ils suggèrent, c'est donc traiter les patients avec fibrose significative en excluant les patients avec cirrhose. Donc globalement, ils mettent le seuil à 10 kPa, c'est ce qu'il faut retenir. Alors après, ce sera à débattre en France. Est-ce que le seuil de 8 est peut-être plus pertinent? Et au-dessus de 20, on est quasiment certain qu'il y a une cirrhose, donc on ne traite pas les patients. Également, si on a des signes à l'imagerie, une thrombopénie, les patients ne doivent pas être traités par resmetirom. Alors, est-ce que c'est grave si on se trompe entre un F3 et un F4 bien compensé? Peut-être pas, ça également l'avenir va nous le dire, puisque à l'ESL ont été présentés les résultats d'une étude de sécurité du resmetirom dans la cirrhose et globalement, ça a l'air assez bien toléré avec quelques données encourageantes également d'efficacité. Donc en pratique, ce qu'ils proposent, on voit le patient, il a une indication, donc une élastométrie élevée, on débute le resmetirom, 80 mg par jour si le poids est inférieur à 100 kg, 100 mg si le poids est au-dessus. On le revoit à 3 mois, on vérifie la tolérance du traitement et il préconise, alors moi je trouve que c'est un peu optimiste, une IRM et un fibroscan à 6 mois. Probablement un peu plus pertinent de faire ces tests non invasifs à 1 an, donc le bilan hépatique, l'élastométrie, l'IRM PDFF, pour savoir est-ce que mon patient est répondeur et est-ce que je vais continuer le traitement. Donc globalement, ce qu'il propose, c'est que si les ALAT baissent de plus de 17 unités par litre ou de plus de 20%, plus de 30% de baisse de l'élastométrie ou plus de 30% de la baisse de stéatose mesurée à l'IRM PDFF, notre patient est très probablement répondeur, on continue le traitement. La durée du traitement, c'est encore une autre question. Si les tests non invasifs s'aggravent, on arrête. Et entre les deux, cette fameuse zone grise, pour l'instant, on n'a pas de réponse. Alors ça, c'est pour le resmetirom. Et donc l'autre phase 3 positive, c'est le sémaglutide, dont les résultats ont été publiés très récemment dans New England encore. Donc le sémaglutide, on connaît plus. C'est un agoniste des récepteurs GLP-1. Vous savez que c'est déjà prescrit dans le diabète et dans l'obésité. Et donc cette étude a comparé 2 bras, sémaglutide avec un objectif de dose de 2,4 mg. C'est des doses plus importantes que dans le diabète, mais c'est la même dose que pour l'obésité. Une augmentation habituelle des doses, donc on commence à 0,25 et on augmente sur 16 semaines pour atteindre l'objectif de dose par rapport donc à un bras placebo. Et les résultats présentés, c'est la réponse histologique à 72 semaines de traitement, on est un peu plus tard que pour le resmetirom, et l'étude est également toujours en cours pour avoir des données sur les événements cliniques.
Et à nouveau, c'était des patients avec une MASH prouvée sur le plan histologique et des fibroses F2, F3. Qu'est-ce que ça donne? C'est également une étude positive, sinon je ne vous en parlerai pas. C'est efficace dans 63% des cas sur les lésions de MASH, 34% sous placebo, c'est bien plus important que sous resmetirom, et 36% de réduction d'au moins 1 grade de fibrose, contre 22% sous placebo à 72 semaines. Alors en termes de tolérance, globalement, c'est des choses qu'on connaît déjà. On sait qu'il y a une tolérance qui est quand même moyenne sur le plan digestif, avec surtout des nausées, des vomissements, diarrhée, constipation. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu de signal concernant la pancréatite, sachant que les patients avec antécédent de pancréatite aiguë biliaire a été exclu de cette étude. Et au final, c'est pas si mal puisqu'on a 83% des patients qui maintiennent à la fin des 72 semaines l'objectif de dose de 2,4 mg en injection hebdomadaire. Alors, qu'est-ce qu'on va observer chez nos patients sous SEMA? Il y a une amélioration des alates qui s'observe dès le 3e mois. Et également, vous pouvez voir à droite une amélioration de l'élastométrie qui est assez quand même marquée puisque les patients partent de 12 kPa et puis ils descendent à 8 kPa à la fin du traitement. Attention, on va revenir dessus, cette amélioration du FibroScan n'est pas forcément corrélée à la réponse histologique. Au niveau métabolique, ils perdent du poids, 10% du poids en moyenne. Également, amélioration du profil métabolique, donc tension, diabète et profil lipidique. Alors, comment est-ce qu'on va suivre nos patients sous SEMA, sous resmetirom et sur tous les nouveaux traitements qui arrivent et dont Laurent va parler? C'est difficile. Il y a pas mal d'études qui s'intéressent à la question. Globalement, ça va dépendre de ce qu'on vise comme objectif. Évidemment, le Graal, c'est la réduction de la mortalité. Pour l'instant, on n'a aucun test non invasif qui va nous permettre de dire quel traitement fonctionne pour ce critère dur. Ce qu'on sait, c'est de baser sur les études qui ont déjà été publiées et probablement que la baisse des alates de plus de 17 unités par litre, c'est bien corrélé avec divers médicaments à la résolution de la MASH. L'amélioration de la stéatose de plus de 30% à l'IRM-PDFF, c'est le test non invasif qui est actuellement le plus performant pour prédire la résolution de la MASH, mais également la réduction de la fibrose. Pas toujours vrai cependant selon les études. Le FibroScan, globalement, ce qui ressort, c'est que c'est pas terrible pour prédire la réponse des patients au traitement. Donc ça va être des choses qu'on va affiner dans le futur. Ce qui serait peut-être un peu mieux, c'est le FAST, qui combine l'élastométrie, le CAP et les azates et qui semble un peu mieux pour pouvoir prédire justement la réponse histologique de nos patients. Donc tout ça, ça va être encore une question en suspens pour un prochain webinaire. Et alors vous allez me dire que finalement, donc c'est ce qui arrive, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement demain pour nos patients qui viennent en consultation? Il y a quelque chose qui est très important, donc qui est bien redit dans les guidelines, c'est que dès maintenant, quand on voit un patient en consultation pour une mastode, il faut faire attention au traitement des comorbidités. Vous savez que c'est ce qui conditionne un peu le pronostic. Et notamment, ça c'est un avis d'experts émis par l'Association américaine de diabétologie qui se sont mouillés assez franchement et qui disent que dès qu'il y a une stéatose hépatique et qu'un patient a un diabète de type 2, il faut changer le traitement du diabète en cas de MASLD, même sans fibrose et a fortiori quand une fibrose apparaît. Donc globalement, ce qu'ils disent, c'est que dès qu'il y a une stéatose, on met un agoniste GLP-1, un coagoniste, de la pioglitazone, alors ça on l'a pas en France, ou un inhibiteur de SGLT2, on va revenir dessus. Et dès qu'il y a une fibrose significative, à ce moment-là, c'est une incrétine à préférer. Alors pourquoi? C'est basé sur ces études prospectives dont je viens de vous parler pour le SEMA. Il y a également des études sur le tirzépatide notamment et sur encore d'autres agonistes dont Laurent va vous parler, où on sait que ça marche sur la MASH. Et également, c'est aussi basé ces recommandations sur des données de vraie vie. Si on prend de façon rétrospective les patients sous analogue GLP-1, ils font moins d'événements cliniques. Alors juste, je vous ferai pas toutes les études, donc simplement celle-là que je trouve assez publiée l'année dernière, que je trouve assez marquante. Vous prenez des patients avec cirrhose MASLD, Child 2A bien évidemment, et un diabète de type 2. Et les patients qui sont déjà au stade de cirrhose, vous comparez ceux chez qui on introduit un analogue GLP-1 par rapport aux autres. Et en fait, chez ceux-là, on prévient le risque de décompensation hépatique, que ce soit donc la décompensation, la survenue d'un CHC ou de la probabilité d'une transplantation hépatique. Alors pourquoi les inhibiteurs SGLT2? Laurent va également vous en parler.
Au niveau des données rétrospectives, on a également plusieurs signaux qui sont en faveur de ce traitement, avec notamment cette étude publiée dans Gut l'année dernière qui retrouve une prévention à nouveau des événements cliniques sous inhibiteurs de SGLT2 chez des patients MASLD avec diabète de type 2, sachant que c'est un traitement qui a un effet, une protection cardiovasculaire et rénale qui est très intéressante. Dans cette étude, même protection au niveau hépatique entre analogue GLP-1 que inhibiteur SGLT2 et avec un effet synergique entre inhibiteur SGLT2 et metformine. Donc voilà, le message, alors ça évidemment ça prête à débat, c'est un avis d'expert de l'ADA. Nous on va se positionner prochainement, mais je pense quand même que c'est un message important pour ce soir. Dès maintenant, vos patients avec un diabète de type 2 in MASLD, si ce n'est pas déjà le cas, il faut conseiller à l'endocrinologue ou au médecin traitant d'initier un traitement par analogue GLP-1 en cas de fibrose avancée, significative. Également, donc, ce qui est bien recommandé par l'ASL, c'est de prendre en charge la dyslipidémie. Je pense qu'il faut qu'on s'y intéresse, que c'est pas seulement une affaire de médecin généraliste. Pourquoi ? Parce que les statines, vous savez que ça a un rôle positif dans de nombreuses hépatopathies sur la fibrogénèse, l'inflammation. Et s'il fallait encore une preuve, on a cette étude publiée également dans Gut l'année dernière, étude rétrospective qui regarde des patients MASLD avec ou sans statine, sachant que le groupe statine a un profil métabolique qui est plus défavorable. C'est des patients qui sont plus diabétiques, plus âgés, plus hypertendus. Et dans ce groupe-là, quand bien même ils ont un profil métabolique plus défavorable, la prise de statine est associée dans les patients avec une éasto à plus de 10 kPa à moins d'événements cliniques et ceux qui ont une éasto normale à moins de progression de l'éastométrie. Donc il faut ne pas oublier chez les patients qui ont une indication de traitement l'introduction d'une statine. Dernier pan, la prise en charge de l'obésité qui est extrêmement importante. Vous savez que maintenant on a le droit de prescrire les agonistes GLP-1 et les coagonistes. Donc je pense qu'il va falloir qu'on s'y mette parce que c'est une demande des patients. Savoir les mettre sous SEMA, sous tirzépatide, et également discuter l'intervention bariatrique, chirurgie, endoscopie, en les référant, donc avec ça, tout dans un cadre multidisciplinaire et éventuellement donc, dans un centre spécialisé de l'obésité. Donc voici pour résumer un petit peu la partie traitement médicamenteux, resmetirom semaglutide qui arrive pour la MASH, qu'il y ait une comorbidité ou pas de comorbidité. Et dès maintenant, l'adaptation du traitement du diabète, le traitement de la dyslipidémie et l'obésité qui vont vraiment prévenir la progression de l'hépatopathie chez nos patients. Et je vais répondre à vos questions s'il y en a. Merci beaucoup Yasmina pour cet exposé très clair. Donc en attendant les questions, je ne vois pas de questions encore dans le chat. Donc tu nous as dit effectivement qu'on a deux approches en fait, une approche par des médicaments qui sont déjà utilisés dans le diabète et une autre approche qui est tout à fait nouvelle, donc qui est le resmetirom, qui est un agoniste du récepteur bêta de la thyroïde. Les recommandations sont quand il y a un diabète et une MASLD, qui va être une situation fréquente, puisque si on regarde les chiffres, c'est à peu près 60 à 70% des diabétiques qui vont avoir une stéatose. Pour autant, ils n'ont pas forcément une MASH. Et j'aimerais avoir ton sentiment, puisque on a compris, en tout cas, si on regarde ce qui s'est passé avec la FDA aux États-Unis, que alors que les essais et les critères de la FDA étaient sur la biopsie, finalement, les indications de traitement vont être basées sur les tests non invasifs. Donc les recommandations d'experts, elles nous parlent d'IRM-PDFF. J'ai peur que ça soit un peu américain, ça, parce que je ne suis pas sûr qu'en France, on va se précipiter pour faire des IRM-PDFF à tous nos patients. Par contre, l'impression peut-être, c'est qu'on va faire finalement des transaminases, qu'on faisait déjà. Quand elles se normalisent, c'est quand même assez rassurant. Et puis probablement la mesure de l'élasticité hépatique. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot, toi, sur quels critères tu vas traiter tes patients ? Alors, très bonne question et pas simple. Je pense qu'on va devoir de toute façon prendre une position de façon coordonnée en France et en Europe. C'est sûr qu'on va pas pouvoir traiter tous les patients sur des données histologiques. Et je pense que ça
pas forcément un intérêt. On sait que les patients avec une élastométrie plus élevée, c'est ceux aussi qui vont faire les événements cliniques. Donc je pense que ça a un sens de toute façon de se baser sur l'élastométrie. C'est un peu après, c'est un débat. Moi, le seuil de 10 kPa, je le trouve un peu élevé. Je trouve que 8 kPa me semble plus adapté pour traiter nos patients. Quand ils sont à 8,5, 8,9, on sait quand même qu'il se passe quelque chose au niveau du foie, sauf si patient avec obésité un peu sévère, hein, où l'élastométrie est parfois trop et pas forcément très performante. Pour le suivi, c'est sûr que l'IRM-PDFF, je pense que ça va être très compliqué. Nous, on a du mal à l'avoir en CHU, donc c'est vrai que j'ai du mal à me dire que ça puisse être appliqué de façon générale, même si ça semble vraiment un bon marqueur. Ce qui me semble plus pertinent, c'est peut-être le FAST dont je parlais, ou qui est simple, hein. De toute façon, on fait un fibroscan, on fait un bilan hépatique, et qui semble quand même un peu mieux que le fibroscan tout seul pour suivre les patients. Et je pense voilà, qu'on va avoir besoin de toute façon d'explorer ces tests non invasifs gratuits, simples d'accès, plus que l'IRM, pour s'adapter à la vraie vie et au final rendre service aux patients. Il y a peut-être un message important aussi à dire concernant la borne haute du fibroscan, hein. Tu as dit 8-10. Il n'y a pas de seuil consensuel puisqu'on a des recommandations et d'experts et les recommandations de l'ASLD, donc qui respectivement disaient 10 et 8 de seuil de fibroscan pour traiter. Et ensuite, il y a la borne supérieure qui est à 20 kPa. Je pense que c'est important de le rappeler à ceux qui nous écoutent qu'au-delà de 20 kPa, la probabilité d'avoir une cirrhose est quand même assez importante, a fortiori si les plaquettes sont basses. Et dans ces cas-là, pour l'instant, même s'il y a des études en cours, les traitements sont approuvés très clairement pour la fibrose F2, F3. Hein. Donc ces patients-là, pour l'instant, ne sont pas des candidats au traitement. Et deuxième point aussi, quand on discute entre 8 et 10, il faut savoir quand même que avec cette technique, il y a plus de faux positifs que de faux négatifs avec le fibroscan. Et moi, ma recommandation aussi en pratique serait d'avoir au moins 2 mesures où on est sûr qu'on est au moins au-delà de 8 et voire même de 10 kPa, parce que les dernières études montrent quand même que le tournant évolutif en termes de risque d'événement, les fameux MALO dont on a parlé déjà, dont on parlait Thomas, c'est à partir de 10 kPa. En dessous de 10 kPa, globalement, quand même, il ne se passe pas grand-chose. Après, je pense que ça va être des choses également qu'on va pondérer en fonction du patient, des transaminases, du diabète, de l'âge jeune, etc. Où en effet, ça va forcément nous influencer. Puis également en fonction du prix du resmetirom. Alors, il y a bien sûr le prix qui sera discuté, qui pour l'instant n'est pas décidé. Pour revenir au sémaglutide, donc tu disais que les recommandations étaient, donc effectivement, quand il y avait un patient diabétique qui avait une stéatose, on utilisait les GLP-1. Le seul souci, c'est que l'indication du sémaglutide pour le diabète, c'est 1 mg. Et en fait, les doses pour la NASH, c'est 2,4 mg. Donc en gros, les doses du Wegovy pour l'obésité. Donc le Wegovy, depuis très récemment, tout médecin peut le prescrire. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour les patients en situation d'obésité. Mais le souci, c'est qu'il n'est pas remboursé. Donc pour l'instant, on va être un petit peu dans un no man's land pour l'utilisation de ces molécules. Oui, tout à fait. C'est pas du tout la même dose hein, entre le diabète et la MASH. Après, les données de vraie vie, c'est des doses de diabète. Donc je pense que surtout pour les patients qui, pour l'instant, alors il va arriver le SEMA pour la MASH, mais là, pour les patients exclus des essais cliniques, je pense quand même que c'est vraiment quelque chose d'important. Et avec une fibrose significative, d'essayer d'orienter l'endocrinologue ou le médecin traitant pour les passer sous agonie GLP-1. Alors, 2 questions bref là sur le chat. Tu as parlé du FAST. Quel seuil de FAST tu recommandes? Alors, c'est une bonne question et honnêtement, je ne l'ai pas en tête. Alors, je ne sais plus ce qui est sorti dans les études. Je vais venir à ton secours, c'est 0,67 en général. Si on favorise la valeur prédictive et la spécificité, et 0,35 quand on favorise la sensibilité pour éliminer. Mais il faut savoir que la valeur prédictive positive, elle est aux alentours de 70%, donc c'est pas un test formidable, hein. Ça veut dire qu'il se trompe quand même dans un certain nombre de cas. Alors, il y a aussi un aspect,
et on va encore prendre peut-être 2 questions, qui est aussi sur les effets cardio-métaboliques à moyen et long terme des agonistes de GLP-1, hein, notamment sur le rein et également sur le cœur, et qui sont aussi démontrés pour les inhibiteurs de SGLT2. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus ? Après, s'il y a une maladie rénale chronique ou des comorbidités cardiovasculaires, c'est les inhibiteurs SGLT2 qu'il faut prioriser hein, chez les patients avec D2. Alors ça, c'est plus les endocrinologues qui sont au courant, mais globalement, les agonistes GLP-1 ont moins d'efficacité prouvée de ce côté-là. D'accord. Alors, je vais vous montrer après des données là, très récentes qui sont effectivement assez intéressantes sur les inhibiteurs de SGLT2. Dernier point aussi, les effets secondaires. Les hépatologues, les diabétologues gèrent ça très bien, mais les hépatologues ne sont pas très habitués à gérer le sémaglutide. Est-ce que tu as des recommandations simples en pratique ? Globalement, c'est donc de commencer évidemment à la plus petite dose possible et de rester à cette dose. Hein, si ça se passe pas bien, s'ils ont des effets secondaires, on reste à la dose inférieure. Après, pour l'instant, hein, c'est des médicaments que c'est très récent hein, sur l'obésité, donc j'ai pas énormément non plus d'expérience. J'ai la chance d'avoir un partenariat avec les endocrinologues, donc c'est vrai qu'ils nous aidaient beaucoup sur cette prescription-là. Mais c'est ce que j'ai retenu de mes collègues. Alors, juste une chose qui est importante, c'est vraiment ce qu'on appelle la titration. C'est-à-dire que les effets, c'est des effets de classe. Ils sont surtout au début du traitement et ils sont liés à la dose, quand on change de palier. Donc, il ne faut pas aller trop vite parce que sinon, on risque de décourager le patient. Et en général, passer, on va dire, 4 mois, voire 6 mois, les effets disparaissent. Les effets secondaires, je parle. Hein. Mais les diabétologues gèrent ça très bien. Et moi aussi, comme toi, j'ai la chance de travailler avec des collègues diabétologues et on voit vraiment assez peu de patients qui arrêtent ces traitements à cause des effets secondaires. Il y en a bien sûr, mais donc c'est quelque chose, je pense qu'après quand même avoir longtemps utilisé l'interféron, ne devrait pas poser trop de problèmes aux hépatologues. Non, mais c'est vrai qu'il va falloir qu'on s'y mette. Alors, dernière question et ensuite je vais passer au nouveau traitement. Il y a aussi une question sur est-ce que vous conseilleriez du sémaglutide ou du tirzépatide chez les patients avec une cirrhose Child A dès maintenant? Alors, le SEMA dans la cirrhose Child A, on peut. Hein. Le tirzépatide, je ne crois pas qu'il y ait d'études dans la cirrhose. Donc, si cirrhose compensée, le sémaglutide, c'est possible. Oui, mais pas dans le traitement de la MASLD, hein, on est d'accord. Ah non, pardon. Je parle du diabète, hein, bien évidemment. Voilà. Des pas dans le traitement de la diabétiques qui ont une cirrhose compensée, on peut utiliser le sémaglutide. Il y a une étude que je montrerai très brièvement tout à l'heure de tolérance où la tolérance est satisfaisante chez ces patients. Mais on est bien d'accord, pas dans l'indication de la MASH. Comme pour le resmétirome. C'est la même chose. Parfait. Merci beaucoup Yasmina. Donc on va passer au dernier topo et donc j'espère que je vais avoir mes diapos pour vous parler donc des traitements maintenant de demain. Très bien. Voilà, mes conflits d'intérêts brièvement. Alors, vous voyez que le paysage futur de la NASH, des médicaments est vaste. Il y a énormément de molécules et donc je vais vous parler du pipeline. Alors, les cibles thérapeutiques, elles sont multiples. Pourquoi? Parce que la physiopathologie de la MASH est très complexe. Je vais simplifier, on va parler des incrétines, dont on a déjà parlé du sémaglutide avec le tirzépatide et le survodutide, donc ils sont des insulinosensibilisateurs, les FGF21 avec l'efruxifermine, la pégosafermine et l'effimosfermine, qui sont aussi des hormones impliquées dans beaucoup de métabolismes, lipides et des glucides, le lanifibranor, le denifanstat et très brièvement de la dapagliflozine. Alors, je vais me focaliser essentiellement sur la MASH F2, F3, hein, c'est-à-dire qui vont être les indications de traitement, et je vous parlerai très brièvement de la cirrhose. Alors, le lanifibranor, vous voyez, c'est un peu le plus ancien, puisque l'étude que je vais vous montrer, elle date d'il y a 4 ans. Donc, c'est un pampipar et qui a des effets à la fois sur la stéatose, l'inflammation et la fibrose. Donc, l'étude de phase 2, 24 semaines, vous voyez, publiée dans le New England il y a maintenant 4 ans. Et donc, il y avait une résolution de la NASH, 45% versus 19% en placebo, et surtout une amélioration de la fibrose. C'était une des premières études de phase 2 qui, à 24 semaines, montrait une amélioration significative, quasiment le double, 42% versus 24%.
En termes d'effets secondaires, c'est essentiellement une diarrhée. Et j'attire votre attention qu'il y a quelques patients qui peuvent avoir une prise de poids ou des œdèmes périphériques, mais c'est relativement marginal. Je ne vous l'ai pas dit, mais c'est un traitement oral développé par un laboratoire franco-américain, le laboratoire Inventiva. Maintenant, on va passer aux agonistes de FGF21, donc comme je vous ai dit, qui ont des effets pléiotropiques comme les incrétines et des effets métaboliques et sur différents organes. Alors, le premier qui a été présenté, les fruccifermines, vous voyez, c'est la structure moléculaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour des raisons de temps. C'est un traitement injectable une fois par semaine et développé par les laboratoires Akero. Les résultats histologiques publiés il y a 2 ans maintenant, vous voyez qu'en termes de résolution de la NASH, on est à des chiffres beaucoup plus élevés. À la dose de 50 mg, on est à 76% versus 15% dans le placebo. Et en termes de fibrose, il n'y avait pas d'effet dose, mais on est quand même au double, 40 versus 20%. Des résultats qui ont été présentés en Late Breaker l'année dernière, mais qui ne sont pas publiés, en fait, sur le suivi à 2 ans, c'est-à-dire 96 semaines, et vous voyez qu'on est à 75% versus 24%. Donc il y a un effet qui n'est pas complètement surprenant avec le temps, où le nombre de patients qui améliorent la fibrose augmente. En termes d'effets secondaires, c'est des effets de classe, un peu comme aussi pour les incrétines, donc ils sont essentiellement des effets digestifs à type de diarrhée et de nausée. La pégozafermine, donc c'est un autre agoniste FGF21 avec une molécule pégylée qui permet d'allonger la demi-vie et en fait, dans cette étude, donc c'est traitement injectable, laboratoire américain 89 Bio, vous voyez qu'il y avait 3 doses, des doses administrées une fois par semaine et une dose administrée toutes les 2 semaines. Alors ce qui est assez frappant dans cette étude, c'est le placebo qui est particulièrement bas, vous voyez 2% par la résolution de la NASH et 7%. Et par contre, il y avait une amélioration et de la fibrose et une résolution de la NASH significative à 24 semaines. En termes d'effets secondaires, c'est les mêmes effets que ceux décrits avec les fruccifermines, des effets de classe, comme je vous ai dit. L'effimosfermine, donc ça c'est une molécule développée par le laboratoire Boston Pharmaceutical, et elle, sa particularité, en fait, c'est qu'elle s'administre une fois par mois. Donc c'est une molécule retard. Quand on regarde les résultats histologiques, la résolution de la NASH, c'est 68% versus 29%, et l'amélioration de la fibrose, 45 versus 21%, les deux sont significatifs. Les effets secondaires, également des effets de classe, comme je vous l'ai dit, donc sans surprise chez 20 à 30% des patients, nausées, diarrhée, vomissements. Le denifanstat, c'est un médicament un peu différent développé par les laboratoires Sagimet. C'est un traitement oral et c'est un inhibiteur de l'acide gras synthase. Donc ça inhibe l'hypogénèse des novo. La résolution de la NASH, vous voyez, était significative par rapport au placebo, 26 versus 11%. Par contre, il n'y avait pas d'amélioration significative de la fibrose à 52 semaines. En termes d'effets secondaires, là, c'est des effets secondaires qui sont très différents des autres molécules et en particulier une alopécie, vous voyez, chez 10% des patients qui peuvent quand même être un souci en pratique. Un petit mot pour terminer, donc sur la dapagliflozine, c'est un inhibiteur de SGLT2 qui est très bien connu de nos collègues diabétologues. Ça agit en fait en stimulant la glycosurie et c'est une façon de contrôler le diabète, donc c'est un mécanisme rénal, mais ça a aussi des effets dans l'insuffisance cardiaque. Donc c'est des molécules très prometteuses et très largement utilisées maintenant en deuxième intention dans le traitement du diabète. Alors je vous ai présenté cette étude, c'est une étude chinoise. Donc c'est des traitements oraux et vous voyez qu'en termes de résolution de la NASH, donc j'insiste sur le fait que c'est un sous-groupe parce que les critères de la FDA n'avaient pas été retenus dans cette étude puisque l'étude a commencé en 2018 et il y a un sous-groupe de patients F2, F3, vous voyez, donc qui est un peu plus petit et à 48 semaines on a une résolution de la NASH chez 23% versus 4% dans le placebo. Et de façon inhabituelle par rapport aux autres essais, on a plus de patients qui améliorent la fibrose, 56 versus 28%, et c'est significatif. Alors je suis désolé pour ce catalogue qui peut paraître un peu rébarbatif. Je mentionne les effets secondaires, hein, qui sont des effets secondaires très mineurs et qui n'étaient pas différents entre le groupe placebo et la dapagliflozine.
Donc à l'issue de cette litanie en fait de présentation, vous savez plus trop où vous habitez. Et rassurez-vous, je vous ai fait justement un petit récapitulatif. D'abord, je pense qu'il faut regarder par durée d'exposition, vous voyez, puisqu'on a des essais en fait de 24 semaines, 48 semaines et 52 semaines. Et en fait, ce que vous voyez très clairement, c'est que en termes de résolution de la NASH, on a des résultats jusqu'à 75%. Ce qui est assez frappant quand on met comme ça tous les essais, c'est que l'effet placebo est assez variable. Vous voyez, il va de 2 à 30%. Donc il y a une très grande hétérogénéité des placebos entre les études. Quand on regarde la fibrose, là aussi, bien sûr, les chiffres sont un peu moins élevés, mais également, c'est assez discriminant quand on classe les études et les drogues par durée d'action. Là encore, vous voyez que l'effet placebo va de 7% jusqu'à 30%. Alors, on ne peut pas comparer complètement les études entre elles. Vous voyez que les effectifs sont un peu différents. Les designs sont aussi un petit peu différents en fonction des doses. À chaque fois, j'ai mis la dose la plus élevée. Et puis, quand on regarde les résultats de l'efruxifermine à 2 ans, donc c'est la seule étude pour l'instant qui a des résultats à aussi long terme et qui ne sont pas publiés, vous voyez que là, on passe à des chiffres encore plus élevés. Donc tout ça est assez prometteur. Alors, il y a un autre aspect dont je ne vous ai pas parlé, puisque là, on s'est focalisé sur le foie. Et justement, avant de terminer, je voudrais un petit peu vous résumer finalement les effets métaboliques additifs et brièvement leurs effets secondaires. Ça, c'est important parce que quand vous traitez un patient, alors je suis désolé, comme d'habitude, quand on passe du Mac au PC, il y a des petits soucis avec les icônes qui ne passent pas, ce qui est bien dommage. Donc, vous voyez, par exemple, le Denifenstat, croyez-moi, il aggrave les lipides et il n'a pas d'action sur l'hémoglobine glyquée et le poids, donc l'obésité et le diabète. La pégozafermine a un effet favorable sur les lipides puisqu'elle est utilisée dans les hypertriglycéridémies importantes. Par contre, elle n'a pas d'effet en termes de poids et en termes de diabète. Le lanifibranor, il a un effet significatif sur les lipides et l'hémoglobine glyquée, mais il fait plutôt prendre du poids chez certains patients. La dapagliflozine n'a pas d'effet sur le poids, par contre elle a un effet bien sûr sur le diabète et les lipides. L'effimosfermine, c'est un peu la même chose, comme l'efruxifermine, c'est-à-dire des effets positifs sur les lipides et le diabète, mais pas sur le poids. Et finalement, les deux incrétines, dont d'ailleurs l'indication, par exemple le tirzépatide, et pour l'obésité, ont des effets également positifs sur le diabète et les lipides, et de même pour le survodutide, avec des effets en fait globalement digestifs. Je suis vraiment désolé parce que normalement c'est censé être évident. Là, on voit malheureusement rien. Un petit mot avant de terminer sur la cirrhose. Donc, on a deux essais de phase 2 dont on a brièvement parlé. L'essai du sémaglutide, mais vous voyez, sur une petite population. Et un autre essai avec la pelbecfermine qui, pareil, était négatif dans la cirrhose. Un essai dans la cirrhose qui vient d'être publié dans le New England. Et vous voyez que, alors qu'il n'y avait pas d'effet en termes d'amélioration de la fibrose à 36 semaines, mais ce qui n'est pas complètement surprenant, parce que quand on a une cirrhose, on n'imagine pas qu'on va réverser la fibrose en aussi peu de temps. Par contre, après 2 ans, il y avait un effet dose et un effet significatif à 96 semaines. Alors, juste avant d'attaquer la discussion, beaucoup de molécules prometteuses, avec notamment des bénéfices additionnels sur les comorbidités, comme je vous l'ai montré. Pas de traitement approuvé dans la cirrhose pour l'instant, qui sont pourtant les patients qui ont le plus besoin de traitement clairement en pratique. Et plusieurs interrogations. Comment les résultats des essais sur des populations hyper sélectionnées vont se traduire dans la vraie vie? En effet, beaucoup des patients candidats sont exclus des essais à cause du taux de scritphen très élevé. Qu'en sera-t-il de la compliance dans la vraie vie? Quelle durée de traitement? On n'a pas de réponse à ces questions. Comment évaluer la réponse au traitement? On en a un peu discuté tout à l'heure avec Yasmina. Et puis, bien sûr, en ayant 2 traitements
complémentaires bientôt approuvés, on a envie de les combiner, ou peut-être dans le futur de faire des traitements à la carte. Voilà, je vous remercie pour votre attention et désolé pour les petits soucis techniques avec la présentation. Et on va passer aux questions du chat. Alors, Yasmina et Thomas, vous pouvez également poser des questions, hein, si vous voulez. Et ben moi, j'ai une question, Laurent. On a énormément de molécules, hein, énormément d'essais dans la mâche. Globalement, c'est lesquelles que tu trouves extrêmement prometteuses, hormis les incrétines, hein. Tu crois dans lesquelles? Parce qu'évidemment, on a toujours beaucoup de phases 2 positives et puis finalement, les phases 3, il y en a moins. On voit bien qu'il y a différents types d'approches dans ce que je vous ai montré. C'est pour ça que j'ai volontairement choisi aussi ces molécules qui sont les plus avancées. Les incrétines, pour ne pas les citer, elles sont déjà largement utilisées. Les FGF21, par exemple, ils ne sont pas très utilisés. Ce pas des molécules utilisées dans d'autres pathologies. Les incrétines, notamment le tirzépatide ou le survodutide, ils sont déjà utilisés dans le traitement de l'obésité, enfin, surtout pour le tirzépatide. Le lanifibranor est en phase 3, avec une phase 3 dont les inclusions ont été complétées, donc on devrait avoir des résultats d'ici 1 à 2 ans. C'est un autre mécanisme d'action, mais qui est intéressant. Donc c'est difficile de donner un pari, mais c'est vrai, comme je vous l'ai montré, finalement le tableau qui résume les effets métaboliques me semble important, parce que lorsqu'on traite un patient, on ne traite pas seulement une MASH ou une MASLD ou quel que soit le terme. On traite un patient qui, la plupart du temps, est en situation d'obésité ou a un diabète ou a une dyslipidémie. Donc si on a des médicaments qui jouent sur ces différents aspects, à mon avis, c'est assez intéressant. Et puis ensuite, on pourra peut-être combiner des molécules qui sont peut-être plus antifibrosantes, comme le resmetirom ou l'anifibranor, avec des molécules métaboliques. Donc voilà, l'avenir est ouvert. Alors je vois une question, la metformine a-t-elle encore une place dans la MASLD? Je crois que la réponse est clairement non, si jamais elle en a eu une. Je ne crois pas que la metformine ait vraiment une place dans la MASLD. Y a-t-il de nouvelles molécules qui agissent sur le microbiote? Oui, alors le microbiote, c'est un mécanisme potentiel, mais pour l'instant, on n'a rien de très concret. Il y a beaucoup de recherches, peut-être que d'ailleurs Thomas va en dire un petit mot, mais en termes d'essais thérapeutiques, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Oui, tout à fait. Alors, merci Laurent. Il y a plein d'essais en cours. On sait que il y a une implication du microbiote intestinal dans la physiopathologie de la MASLD. Par contre, il y a eu des essais qui avaient tenté des traitements par probiotiques, etc. Il n'y a rien qui ressort de manière significative et pour l'instant, il n'y a aucune recommandation sur ce type de traitement dans toutes les sociétés savantes, que ce soit européens, américains, etc. Donc pour l'instant, il n'y a pas de place, il n'y a pas d'indication pour probiotiques, etc. Pour le moment. Alors, je vois une autre question également. Alors, je vous ai bien montré un aspect quand même important dans les essais dans la MASH. Il y a plusieurs aspects. Le placebo est important, hein, vous voyez qu'il varie globalement de 2 à 30% pour la faire courte, donc c'est énorme. Et ce qui veut dire, c'est qu'il y a par exemple des molécules, quand il y avait un effet placebo plus élevé qu'attendu, que ça a tué la molécule. Puisque dans l'absolu, la molécule pouvait, mettons, faire, je ne sais pas, 30% ou 40% d'amélioration de la NASH, mais si le placebo est à 30%, ça ne va pas être significatif. Ça, c'est l'objet de pas mal d'études, essayer de trouver des explications au fait que les effets placebo soient aussi différents. Je ne sais pas si Yasmina et Thomas, vous avez des explications pour ça. Moi, je peux en donner, mais est-ce que vous avez des idées sur le sujet?
Je pense déjà il y aura une part d'amélioration des règles hygiéno-diététiques. Hein, c'est des patients qui sont souvent suivis, qui sont dans une optique motivationnelle un petit peu différente. Donc je pense qu'il y a tout d'abord une part d'amélioration de l'alimentation et de l'activité physique. Après, il y a d'autres facteurs. Alors, tu penses qu'il y a ce que les anglo-saxons appellent le Hawthorne Effect, c'est-à-dire que quand les gens sont dans des essais et qu'on les voit très régulièrement et qu'on leur rappelle les règles, ils font plus attention. Moi, j'en suis assez persuadé. Ah oui, moi je suis convaincu aussi, hein, complètement. Je suis totalement d'accord. Et ça se voit hein, quand on inclut des patients dans des essais thérapeutiques, ils font quand même très attention. Hein, on voit. Hein. Après, je pense qu'il y a aussi l'alcool qui est toujours en embuscade. Il y a des gens qui avaient peut-être une consommation d'alcool, je vais dire borderline, quoi, qui n'était pas à la limite des recommandations. Puis finalement, quand ils commencent dans un essai, ils font attention, ils boivent plus du tout, et peut-être que ça peut aussi expliquer l'effet placebo. Yasmina, tu voulais dire quelque chose? Non, je suis d'accord sur les essais. En plus, certains essais qui vont des visites extrêmement fréquentes et rapprochées, c'est certain qu'il y a un impact sur le patient de faire des efforts, que ce soit sur l'alcool ou sur l'hygiène alimentaire notamment. Voilà, mais néanmoins, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. On voit bien. Enfin, d'abord, je pense que c'est un message important. Moi, ce que je dis aux patients, c'est quand même qu'en moyenne, il y a un effet placebo entre 10 et 20%, donc ce qui n'est pas négligeable, hein, c'est pas 0%. Et ensuite, bien sûr, comme je vous l'ai montré, quand on regarde les différents essais, on voit l'hétérogénéité, et donc il faut aussi être prudent dans les interprétations. Je vois qu'il y a encore une question sur le chat qui est la place de l'acide urso-désoxycholique dans la NASH au stade de cirrhose. Vous voulez dire un mot ou... Pas de place. Alors, en un mot, il n'y a pas de place. Il y a eu quand même des essais, mais qui n'ont jamais montré en fait d'efficacité. Alors c'est vrai que parfois c'est tentant parce que oui, ça fait baisser les enzymes hépatiques. Bon, ça rassure le patient, ça rassure certains collègues, mais en tout cas, ça n'a pas d'effet démontré. Donc, moi, je ne suis pas un partisan de l'acide urso-désoxycholique dans la mâche et a fortiori quand il y a une cirrhose. Je ne vois pas d'autres questions. On n'a aucune donnée de vraie vie hein, en plus. En plus d'essais qui ne sont pas positifs pour la fibrose, il n'y a aucune donnée de vraie vie qui sont sorties sur la UDC pour la cirrhose muscle. Moi, je pense qu'il n'y a pas de place du tout pour la UDC. Alors, il y en a pour beaucoup d'autres hépatopathies, on en prescrit beaucoup, mais pour la muscle... Voilà. Ça marche très bien dans la cholangite biliaire primitive. Ça change l'histoire naturelle, mais clairement dans la NASH, c'est pas démontré. Alors, il y a une autre question qui vient d'arriver à l'instant et qui nous dit: que pensez-vous des investigations sur l'effet des incrétines sur les addictions, notamment sur l'alcool? Oui, c'est une bonne question. Avec le sémaglutide, il y a même une étude en cours. Il semble qu'il y ait un effet. Donc, le sémaglutide a de multiples mécanismes d'action, et notamment au niveau cérébral, sur le contrôle de la satiété, mais aussi du craving pour l'alcool. Et pourrait même éventuellement, il y a ce que je disais tout à l'heure, il y a un essai en cours dans la maladie alcoolique du foie. Donc oui, il y a peut-être aussi un effet bénéfique qui reste à étudier et bien sûr à prouver. Voilà. Après, comme je vous ai montré, hein, l'avenir est assez radieux parce qu'on a vraiment beaucoup de molécules de classes différentes avec des effets quand même assez encourageants. Je vous rappelle que c'est des phases 2, hein, donc parfois, effectivement, il y a des molécules qui passent en phase 3 et qui ont des résultats moins prometteurs, mais on est clairement passé quand même dans une autre dimension. Et je pense qu'on va pouvoir, peut-être dans un avenir d'ici, je ne sais pas, 3 ou 4 ans, faire de la médecine personnalisée, peut-être avec des traitements à la carte. Mais déjà, on devrait avoir normalement l'année prochaine la possibilité d'avoir ces médicaments, que ce soit le resmetirom et le sémaglutide en Europe, c'est sûr, et j'espère en France également, pour pouvoir les utiliser chez nos patients et puis nous faire aussi une idée dans la vraie vie de l'efficacité de ces médicaments.
Très bien. Ben, si je ne vois pas d'autres questions dans le chat, je voudrais remercier mes deux collègues, Thomas et Yasmina, pour leur excellente présentation, d'avoir tenu leur temps et pour des discussions qui, j'espère, vous ont tenu en alerte jusqu'à une heure relativement tardive de la soirée. Voilà, merci encore. Et avant de conclure, je voudrais bien sûr remercier nos sponsors sans lesquels ce webinaire n'aurait pas pu avoir lieu. Voilà, merci encore pour votre attention. Merci à tous.